Donc, la cinématique, le temps, les lois de Newton, la dynamique newtonienne, c'est un chapitre très important où en réalité, on va le rencontrer dans la vie de tous les jours, dans pas mal des phénomènes physiques, tels que le mouvement d'un projectile, le mouvement d'un avion, le mouvement de n'importe quelle chaîne de traction, donc le mouvement d'un véhicule, le mouvement d'un ballon dans un jeu de foot ou le mouvement d'une balle de tennis. Donc tout cela, c'est de la cinématique. Donc lorsque je parle de la cinématique, c'est le lien avec la vitesse. Et ce qui fait après, en termes énergétiques, c'est l'énergie cinétique. Donc après, à l'échelle macroscopique, ben, la cinématique, elle intervient pour étudier le mouvement des planètes, les mouvements des planètes autour du Soleil, les mouvements des satellites, le mouvement de la Lune autour de la Terre, tout ça en fait. C'est à l'échelle macroscopique. Puis après, on va venir étudier à l'échelle microscopique, voire nanoscopique derrière, c'est voir le mouvement des charges d'électrons dans un condensateur ou le mouvement des charges d'électrons dans un noyau atomique après. Donc là-dessus, il y a trois paramètres très importants à savoir. C'est la notion de position, notion de vecteur vitesse et notion d'accélération. Et pour la partie des lois de Newton, comme on sait, il y a les trois lois de Newton. La première loi de Newton, si la somme de forces extérieures est égale à 0, on va voir si le corps est au repos, il reste au repos, mais s'il était en mouvement, il va continuer en mouvement rectiligne uniforme. La deuxième loi, où on va pouvoir déterminer la somme des forces est égale masse fois accélération. Et la troisième loi, où on veut parler plus de tout ce qui est euh, action-réaction. Donc, si j'applique une force vers un corps, bah, le corps va réagir en appliquant une force opposée, donc dans le sens opposé. Après, à la fin, on va voir les mouvements des satellites et des planètes, donc le mouvement des Kepler, surtout avec les trois lois de Kepler. Le vecteur position, donc n'importe quel point dans l'espace, il est caractérisé par un vecteur position. Donc le vecteur position, c'est ses coordonnées x, y, j, z, k. Là, on est dans un espace, donc dans trois dimensions. Si on était dans un plan, on est en train de suivre le mouvement d'un avion, par exemple, dans un plan. Donc là, on se limite à x, y. Généralement, en terminale, on attaque plus l'aspect tridimensionnel. Ensuite, le vecteur position, il nous permet de calculer le vecteur vitesse. On sait bien qu'une vitesse, c'est la distance sur le temps, donc c'est la distance parcourue entre deux points. Donc c'est une variation de position, donc la variation de position sur la variation du temps. Donc variation de position, c'est-à-dire position finale moins position initiale sur temps final moins temps initial. Donc pour ça, en fait, cette variation de position inclut la notion mathématiquement de ce qu'on appelle taux de variation, donc inclut la notion de la dérivée. Donc, le vecteur vitesse, c'est le vecteur dérivé de la position. Donc, si j'ai un vecteur position 2i plus 3t j plus 2k, bah 3t, donc il reste 3j pour le vecteur vitesse. Le xi et le zk, ils disparaître car ils ne sont pas dépendants du temps. Ensuite, une fois qu'on a le vecteur vitesse, donc le vecteur vitesse, comme on avait dit, donc c'est la dérivée du vecteur position, donc c'est x' suivant i, y' suivant j et z' suivant k. À savoir quelque chose de très important, un vecteur, il est caractérisé par trois choses. Sa direction, donc la direction du vecteur vitesse, il est toujours tangent au mouvement. Le sens du vecteur vitesse, c'est le sens du mouvement. Donc si je suis en train d'avancer, ben, c'est dans le sens positif. Si je suis en train de reculer, donc c'est le sens négatif des abscisses. Et enfin, la caractéristique d'un vecteur, c'est la norme. La norme ou le module ou sa valeur. Sa valeur, donc le module d'un vecteur, c'est racine carrée de la somme de ses composantes au carré. Donc racine carrée de Vx au carré, plus Vy au carré, plus Vz au carré. Une fois qu'on a la vitesse, on peut remonter au vecteur accélération. Car l'accélération, c'est la variation de vitesse au cours du temps. Variation de vitesse, c'est-à-dire delta V sur delta T. Donc, à petite échelle, ça revient à faire dv sur dt, donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ou bien la dérivée seconde du vecteur position. Donc, accélération, c'est dv sur dt. Donc, ça, c'est par rapport à l'accélération. Donc, l'accélération,
Donc, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Du coup, c'est la dérivée seconde du vecteur position. Donc, on a toujours aussi 3 dimensions, donc d carré x, d carré y suivant j et d carré z par rapport à t carré. Toujours 3 caractéristiques, donc direction, sens et puis norme. Donc, la norme, c'est toujours égal à racine carrée de la somme des composantes au carré. À savoir que dans le cas où on a un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire là, notre vitesse est constante. Donc, si la vitesse est constante, cette dérivée est nulle. Du coup, l'accélération est nulle. Pour un mouvement circulaire uniforme, on parle d'une accélération, donc mouvement circulaire uniforme, donc c'est un cercle. Et lorsque je parle de mouvement rectiligne, c'est-à-dire c'est une droite la trajectoire, alors que là, la trajectoire, c'est un cercle. Uniforme pour représenter que la vitesse est égale à une constante. Et l'accélération est centripète, c'est-à-dire perpendiculaire à la trajectoire, est toujours orientée vers le centre. Donc, dans le cas de l'accélération normale, on appelle ça dans le mouvement circulaire, sa valeur, c'est v carré sur r. C'est plus une accélération tangentielle. Une accélération tangentielle, donc c'est une accélération qui est portée par la vitesse, donc elle a la direction de la vitesse, donc c'est la direction, le mouvement, donc elle est de même sens et de même direction que le mouvement. Par contre, l'accélération tangentielle, l'accélération normale, elle est perpendiculaire à l'accélération tangentielle. Donc, ça, c'est à savoir et à prendre en compte pour la partie mouvement circulaire uniforme. Donc, un mouvement rectiligne uniformément accéléré ou uniformément varié ou uniformément retardé, ça revient à la même chose. Lorsqu'on dit uniformément varié, c'est-à-dire la variation de la vitesse, la variation de la vitesse se fait d'une façon constante, c'est-à-dire mon accélération est égale à une constante. Donc, ça, c'est pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, après avoir défini la cinématique, donc l'expression de vecteur position en fonction du temps, le vecteur accélération en fonction du temps, et également donc, le vecteur vitesse, ben là, on va partir pas dans le sens de position, vitesse, accélération, où on a fait une dérivée. On va partir dans le sens inverse. Donc, on va partir de l'accélération afin de terminer le vecteur vitesse et ensuite remonter donc, au vecteur position. Donc, cela, pour partir par exemple à l'application d'un mouvement d'un projectile ou mouvement d'un avion ou mouvement d'un ballon de tennis, il nous donne de terminer toujours au début de mon exercice des conditions initiales par rapport à mon vecteur position et également mon vecteur vitesse. Donc là, le vecteur position initial, il part de x0, y0 qui sont égales à 0, qui est l'origine. Et en termes de mon vecteur vitesse, j'ai v0 qui a deux composantes. Donc je remarque que v0 ici, elle a une composante suivant x et une composante suivant y. Donc là, suivant x, j'ai vx et suivant y, j'ai vy. Donc là, je peux écrire donc, mon vx de ce côté-là et mon vy de ce côté-là, ou vz ici, comme j'ai l'axe des z. À savoir que le module donc, de vx, c'est le module du vecteur v fois cosinus de l'angle entre le vecteur et l'axe sur lequel je suis en train de projeter. Donc, c'est l'angle alpha ici. Donc, c'est toujours le module du vecteur fois cosinus de l'angle entre le vecteur et l'axe sur lequel je suis en train de projeter. Donc là, l'angle, c'est alpha, donc Vx, c'est module du vecteur, donc c'est V0 fois cosinus alpha. Donc V0 fois cosinus alpha, ça, c'est par rapport à la valeur de Vx. On peut mettre Vx0 ou V0x. Non, mais ça, on peut le trouver parce qu'il y a un triangle rectangle, en fait. Et on se dit juste On grâce peut à la faire trigonométrie. soit par la trigonométrie, mais on peut faire aussi cela via les notions de projection du produit scalaire. Toujours une projection d'un vecteur sur un axe, c'est le module du vecteur, donc le module du vecteur, fois cosinus de l'angle entre le vecteur et l'axe. Donc Ok. là, si on veut déterminer V0z, c'est le module de V0, donc c'est V0 fois cosinus de cet angle-là, qui est bêta par exemple. Mais cosinus bêta est égal à sinus alpha. Pourquoi? Car alpha plus
bêta est 90 degrés. Alpha plus bêta, c'est 90 degrés. Donc, cosinus de alpha est égal à sinus de bêta. Donc, pour cette raison, V0Z, c'est V0 sinus alpha. Donc là, après avoir déterminé les conditions initiales au niveau de mon vecteur position qui est V0x, V0z, qui sont V0 cosinus alpha, V0 sinus alpha, j'ai le vecteur position aussi initial V0, donc x0, y0, z0 égal à 0. Je peux passer pour déterminer ensuite, à partir de la deuxième loi de Newton, ma valeur accélération. Donc l'accélération est égale à g. Par identification, je sais que mon vecteur position, donc mon vecteur vitesse, et mon vecteur plutôt accélération, il est porté par l'axe des z. Donc il est orienté suivant moins z. Donc pour cette raison, en fait, on a AZ est égal à moins g. Alors que AZ, par identification, est égal à 0 et égal à z est égal à 0 pour x et y. AZ est égal à moins g, il est orienté et dirigé vers le bas. Donc, AZ est égal à moins g, AX et AY sont nuls. Donc ça, c'est par rapport au mon vecteur vitesse. Donc, vecteur accélération. Donc, une fois que j'ai déterminé le vecteur accélération, je fais une primitive. Donc, je primitive mon vecteur donc accélération qui est là. Donc, j'ai AX, AY, AZ. Je fais la primitive pour passer à Vx, Vy et Vz. Donc là, je remonte à un Vx, Vy et Vz. De là, donc il faut savoir que de là à là, on avait fait la primitive. Donc on a fait la primitive qui est antidérivée. Donc on avait fait de là à là la primitive, donc antidérivée, pour passer du vecteur position au vecteur, donc du vecteur accélération au vecteur vitesse. Et pareil, pour passer du vecteur vitesse au vecteur position, on va faire une deuxième fois une primitive. Donc là, lorsqu'on fait la primitive de AX, donc AX, sa primitive, c'est une constante. Pourquoi? Car la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Et cette constante-là, elle dépend des conditions initiales de Vx. Donc ça dépend de V0x qu'on avait déterminé tout à l'heure, qui était V0 cos alpha. Vy aussi, sa primitive, c'est une constante, car la dérivée du constante, c'est 0. Et elle dépend des conditions initiales suivant le vecteur vitesse. Pour ça, on avait 0y. Par contre, V0y, on avait vu graphiquement que c'est nul. Pour ça, en fait, ici, on peut mettre 0. Et Vz, c'est moins gt, car la dérivée de gt, c'est moins g, plus constante, car toujours la dérivée d'une constante est nulle. Donc, cette constante-là, elle va dépendre des conditions initiales de Vz, donc de plus V0z. Du coup. V0z, on avait calculé tout à l'heure, c'est V0 sinus alpha. Maintenant, une fois qu'on a le vecteur vitesse, on va pouvoir remonter au vecteur position en faisant une deuxième fois du haut vers le bas une primitive. Donc là, il suffit de refaire une primitive une deuxième fois, mais pas cette fois pour passer à mon vecteur position. Donc là, il suffit juste de faire la primitive de ce qu'on avait eu tout à l'heure en termes de vitesse. Donc on avait dit, on avait V est égal à V0 cosinus alpha, sa primitive suivant x, c'est V0 cosinus alpha, plus t, plus toujours une constante qui dépend des conditions initiales suivant x, plus x0. Et x0, on commence par l'origine, donc c'est 0. Donc c'est V0 cosinus alpha t. Pour y, c'est toujours 0, car y0 est égal à 0. Et pour z, c'est moins demi-gt carré, plus V0 sinus alpha t, plus z0. Cela en faisant uniquement juste la primitive, donc antidérivée du vecteur vitesse. Donc pour déterminer l'équation de la trajectoire, on va essayer d'éliminer la notion du temps. Donc on va écrire soit z en fonction de x, soit y en fonction de x. Ça dépend du repère qu'on a. Donc ici, comme on avait vu tout à l'heure, on était dans un repère zx. Donc on va travailler par rapport à z en fonction de x. Pour cette raison, on détermine à partir de l'expression précédente au niveau de x en fonction du temps. Donc là, on peut déterminer à partir de celle-là, donc ici, donc on a x, y et z.
eh ben, je peux isoler t ici pour avoir que t est égal à x sur v0 cosinus alpha. Une fois que j'ai isolé t, je viens l'injecter dans l'expression de z. Donc, comme ça, j'aurai z en fonction de x. Donc, le t là que je trouve, je le réinjecte ici dans ce t là et à la place de ce t là. Et comme ça, je n'aurai plus z en fonction de t, mais plutôt z en fonction de x. Donc, j'aurai z de x égale moins g sur 2 et v0 cosinus alpha carré x carré plus x sinus alpha sur v0 cosinus alpha, donc x tangente alpha, et je multiplie par v0, donc ça fait x tangente alpha. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'on a ici. Donc on a l'expression de l'équation de la trajectoire, donc z en fonction de x, ça revient à dire x est égal à 2 moins g 2 sur 2 v0 carré cosinus alpha carré x carré plus x tangente alpha. Donc le v0 a disparu en bas car j'avais t dans le dénominateur et j'avais v0 dans le numérateur. Et sinus alpha sur cosinus alpha, ça me donne le tangente alpha. Donc cette expression-là, c'est l'équation de la trajectoire. C'est-à-dire pour un x donné, c'est quoi la hauteur? Et il n'y a plus de notion du temps dans l'expression. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir déterminer pour faire l'équation de la trajectoire, qui n'est pas une équation horaire, mais plutôt une équation spatiale.